Dans le prochain exemple, nous quittons la vue du dessus que nous avons habituellement lors d'un relevé planimétrique et nous avons plus une vue ici de côté. Donc, ce qu'on cherche à faire dans le problème, c'est de développer une formule pour nous permettre de calculer la hauteur qui existe entre un point A et un point B. Donc, vous avez compris là, que dans mes exemples précédents, lorsqu'on faisait un relevé topométrique, c'est ce que je parlais, on a une vue de dessus, on calcule la distance ou le gisement entre deux stations, mais on n'a jamais la notion de dénivelé, de variation de hauteur, puisqu'on est uniquement avec une vue de dessus. Dans le problème ici, nous avons, exemple, deux stations où on cherche à calculer la hauteur entre le point A et le point B. Donc, la variable qui est utilisée pour représenter la dénivelée, c'est delta Z, qui est ici dans mon schéma. Donc, on voit clairement là, entre A et B, la variation de hauteur est donnée par delta Z. Par la suite, comment on va faire pour calculer delta Z? Bien, notre instrument de mesure, qui est représenté par le dessin ici, et la cible, qui est la canne qui est représentée là, bien, on va être en mesure de calculer l'angle zénital bêta ici et la distance dp. Et à partir de là, on devrait être en mesure de calculer la dénivelée delta Z. Donc, il y a une petite erreur ici, c'est un H qui va là, corriger ça. On veut calculer la dénivelée, donc la valeur de delta Z, à partir de delta H, HI et HC. Donc, HI, la hauteur de l'instrument, HC, la hauteur de la cible, delta H, la variation qui existe entre le sommet de l'instrument et le sommet de la cible. Donc, mathématiquement, on se rend compte que delta Z plus HC est égal à delta H plus HI. Ce qui fait en sorte que delta Z va être égal à delta H plus HI moins HC. Donc là, j'ai uniquement une approche mathématique, une belle petite formule, mais quand on y pense, c'est assez logique. Vous prenez la valeur delta H, vous lui additionnez HI, vous soustrayez ce qu'il y a là, et ce qui reste, c'est delta Z. Maintenant, delta H, on est capable de l'exprimer avec un rapport trigonométrique. Donc, je vous répète qu'on a accès, avec nos instruments de mesure, à l'angle bêta. Donc, l'angle bêta, lorsqu'on regarde la façon dont il est défini, on a ici un triangle rectangle. Donc, comme on a affaire à un côté adjacent et une hypoténuse, on peut donc dire que cosinus de bêta va être égal à delta H sur dp. Donc, que delta H est égal à dp fois cos de bêta. Finalement, on va être en mesure de faire des substitutions. Donc, exprimer delta Z, ce qu'on cherche. Donc, rappelez-vous ce qu'on a eu ici et ce qu'on a là. Quand on met ça ensemble, ben, on remplace notre delta H par ce qu'on a trouvé en C, plus HI moins HC. Finalement, n'oubliez pas que les hauteurs ici, ben, c'est les personnes qui manient les instruments vont être en mesure de régler les hauteurs.
Donc, l'idée ici, pour garder ça simple, ça serait de faire en sorte que ces deux valeurs-là soient pareilles. Donc, que HI moins HC donne 0. Ça aurait comme impact que notre dénivelé, delta Z, serait égal à delta H, qui serait juste égal à dP cos alpha, bêta. Donc, cette formule-là vient du fait que nous fixons, et c'est ce qui se passe concrètement là, nous avons la latitude de fixer la hauteur ici désirée. Donc, si on les met à la même hauteur, ce qui n'est pas le cas sur le schéma, mais si on les met à la même hauteur, la valeur delta H et delta Z deviennent la même chose. Donc, on va être en mesure de calculer delta Z uniquement à partir de delta H et ce qu'on a besoin pour delta H, la valeur de l'angle ici et la distance qui est là, qui, elles, sont données avec nos instruments de mesure. Et petit fait intéressant, ici, on peut aussi calculer la distance horizontale. Donc, oui, on a calculé la hauteur, la dénivelée, mais si on veut savoir la distance horizontale à parcourir, ça aussi, ça va être utile. Donc, distance horizontale, comme ça ici. Donc, vue de haut, quelle est la distance entre les deux stations? Comme nous avons un triangle rectangle, on sait que sinus de bêta égale à dH sur dP. Donc, dP étant l'hypoténuse, effectivement, dH sur dP, ce qui fait en sorte que la distance horizontale, donc vue de haut, la distance entre deux stations, c'est dP fois sinus de bêta. Vous aurez l'occasion de vous servir de ces formules dans votre cours de levée topométrique. Nous terminons nos applications avec la section 4.6, où cette fois, nous serons dans le domaine de la géométrie routière. Lorsque nous construisons des routes, en particulier des courbes, ben, si nous faisons une courbe, c'est sûrement qu'il y a un obstacle quelque part qu'on doit éviter. Et habituellement, une courbe va partir de deux segments de droite qu'on doit rejoindre de façon la plus sécuritaire possible en utilisant une certaine courbure. Donc, vous avez le résultat final ici. Mais comment on construit et où on choisit où une courbe commence et où elle finit? On aurait plusieurs choix. En partant de deux segments de droite, on aurait pu décider, par exemple, de commencer la courbe là et là. Donc, deux segments de droite se rencontrent, mais on se rend compte qu'ici, ça devient peut-être dangereux, en particulier si on a affaire à une route à haute vitesse. Si ce qu'on va appeler la courbure est trop petite, eh bien, le risque d'accident est grand. Donc, il y a des chartes qui vont nous dire la courbure qu'on doit avoir. Et cette courbure-là, c'est rien de moins qu'un arc de cercle. Donc, on va tracer un arc de cercle entre deux points qui, eux, définissent le début de la courbe, donc CC étant le commencement de la courbe et FC la fin de la courbe. Dans les faits, est-ce que c'est réellement un arc circulaire ici? Pas tout à fait. Mais ça serait le sujet d'un cours plus avancé en mathématiques. Mais on s'attarde ici aux endroits où nous devons placer le début de la courbe et la fin de la courbe. Et nous prendrons comme hypothèse que ce qui rejoint les deux segments de droite est un arc circulaire. Donc, une personne se place au début de la courbe, à vrai dire sur le segment de droite, une autre sur l'autre segment de droite, et on est en mesure de déterminer un point d'intersection, l'endroit où les deux droites se rejoindraient s'il n'y avait pas de courbe. À partir de ce point-là, on mesure l'angle entre la fin de la courbe et le début de la courbe. Donc, l'angle delta, ici, est un angle qu'on est en mesure d'avoir avec nos instruments. À partir de cet angle, on va déduire que la valeur ici et là est de delta sur 2. Démonstration rapide. Donc, je suis en train de faire le A.
on se rend compte que l'angle ici est ce qu'il faut à delta pour obtenir 180 degrés, pour compléter un angle droit, un angle plat, pardon. Et ce même angle ici est le même qu'il faut ajouter à celui-là et là ensemble pour obtenir 180 degrés. Si vous suivez mon raisonnement, ça veut dire que l'angle delta est égal à la somme de ces deux angles. Finalement, cet angle-ci et là sont congrus puisque on a ici un triangle isocèle. Ça veut donc dire que l'angle là est de delta sur 2. Donc, vous penserez ici là, que ça ici, plus ça donne 180. Ça, plus lui ici, donne aussi 180 degrés. C'est un peu la raison derrière le fait qu'on a delta sur 2. Lui aussi va valoir delta sur 2. Puisque on a le triangle ici et celui-là sont semblables. L'angle ici est commun et ils sont tous deux rectangles. Donc, l'angle là est le même pour ce triangle. Ils ont tous deux un angle droit. Donc, le troisième angle doit être le même que celui-ci. Et on a déterminé auparavant que c'était égal à delta sur 2. À partir de là, donc au A, c'est delta sur 2, chaque réponse. Au B, avec le triangle rectangle que je viens de tracer, nous pouvons dire que tangente de delta sur 2 est égal à côté opposé sur adjacent. On va être capable de mesurer la valeur de la tangente de la façon suivante. La valeur de R, le rayon de courbure, c'est la distance entre le centre de la courbe et le début de la courbe ou la fin. C'est écrit dans les normes de construction, va nous donner le rayon de courbure à avoir selon la route utilisée. Donc, le rayon de courbure est connu. Delta est connu. Nous sommes en mesure de déterminer la valeur de t qui va nous permettre de déposer, de calculer à partir du point d'intersection l'endroit, la distance sur le segment de droite où déposer le jalon pour commencer et terminer la courbe. Donc, cette valeur t-là est primordiale. Je répète, on part du point d'intersection et on peut par la suite savoir la distance, donc l'endroit où la courbe va commencer et finir. Maintenant que nous avons ces mesures, vous êtes capable d'aller faire les exercices qui s'y rattachent.